Bonjour à tous et bienvenue, c'est le JTech. Le JTech, c'est, vous le savez, chaque semaine, toute l'actualité des nouvelles technologies sur le web. Bonjour Jérôme Colombin. Salut François Sorel. L'iPhone 4, il est sorti. Apple n'a cessé de faire parler de lui tout au long de l'année. Jusqu'où s'arrêteront-ils? On va en parler avec notre invité. On parlera aussi de Google tout à l'heure. Google serait-il prêt à lancer un système similaire à iTunes concernant la musique et peut-être plus? Réponse dans quelques instants. Un ordinateur qui va participer à un jeu télévisé, peut-être gagner de l'argent. Va-t-il battre les humains? Vous allez voir, c'est étonnant. Et puis on terminera par les geekeries de cette semaine et c'est Noémie Lefebvre-Marek qui viendra nous présenter tout ça. Soyez les bienvenus, c'est le JTech. Si vous possédez un téléphone Android et si vous utilisez souvent les applications Google, préparez-vous peut-être à télécharger de la musique sur une sorte de Google Tunes. Oui, et c'est une rumeur qui persiste sur le web, qui grossit, qui a été reprise par le Wall Street Journal. C'est quand même un signe. Effectivement, Google est de plus en plus en frontal avec Apple, bien évidemment, sur pas mal de sujets. Et pourquoi pas la musique? Il faut savoir qu'aujourd'hui, le plus gros vendeur de musique aux États-Unis, c'est Apple. Et Google aimerait bien aussi arriver sur ce marché, Jérôme. Alors voilà, c'est pas fait encore, mais dans quelques mois, visiblement, Google pourrait lancer à son tour une offre de téléchargement de musique. Alors, d'après ce qu'on imagine, il y aurait à la fois des achats morceau par morceau, et puis également Apple iTunes, et puis également un système d'écoute en streaming style Spotify. Exactement, parce que bien évidemment, la musique est l'un des maillons qui manque aujourd'hui sur les téléphones Android. Alors évidemment, vous pouvez télécharger des applis qui vous permettent d'écouter de la musique, mais il n'y a pas en dur une application signée Google qui vous permet de télécharger et d'acheter de la musique. Donc ça serait lancé d'ici la fin de l'année. On vous tiendra au courant, bien évidemment, dès qu'on en saura plus. Regardez ce qui vient d'arriver dans le JTech, cette petite boîte ici. Elle est jolie en tout cas, la boîte. Alors c'est pas un tour de magie. Elle est vide? Non, il y a quelque chose? Voilà, soigneusement. Oh, il y a un téléphone. Il y a un iPhone 4, le voici, le voilà, l'iPhone 4 sorti cette semaine, jeudi très précisément, en France, aux États-Unis, chez tous les opérateurs français. Cet iPhone 4 qui se distingue par un design complètement différent des modèles qu'il y a eu avant. Oui. Et ça, c'est un peu une première, c'est un peu une rupture en fait. C'est vrai, alors certains crient à la révolution, d'autres à l'évolution, tout dépend de quel côté on se place. Mais c'est vrai que ce téléphone tranche par rapport au précédent. Il est beaucoup plus anguleux, c'est vrai, on a l'impression d'avoir un objet un petit peu plus rêche, on va dire, en main, mais il est plutôt sympathique. Et alors, ce qui est amusant, c'est que quand on le soupèse, ce téléphone, malgré le fait qu'il n'ait que 2 grammes en plus sur le papier, on a l'impression qu'il est un petit peu plus lourd que le précédent. 2 grammes, c'est pas évident à percevoir à la main comme ça. Oui, mais comme ça, là, on le sent. Ouais. Bon, on ne va pas vous détailler toutes les caractéristiques de l'iPhone 4. On sait qu'il est équipé du nouveau système d'exploitation, iOS 4, nouvelle version. On sait qu'il permet désormais de faire de la visiophonie, et ça, c'est l'une des grandes nouveautés. Est-ce qu'Apple parviendra à imposer finalement l'usage de la visiophonie qui existe déjà, mais qui n'a jamais vraiment pris, personne s'en sert aujourd'hui? Complètement, qui était le dada des opérateurs téléphoniques il y a 4-5 ans. C'était au début du lancement de la 3G, rappelle-toi. Et c'est vrai que ça n'a pas du tout marché, ça a été un vrai flop. Apple revient en plus avec une visio qui ne marche qu'en Wi-Fi, qui s'appelle FaceTime. Mais pour l'avoir testé, c'est vrai que les conversations qu'on a en vidéo sont d'excellente qualité. Donc c'est vrai que c'est un vrai plus. Alors un test complet de l'iPhone, très bientôt François sur la chaîne Techno. Bien sûr. Que vous allez pouvoir retrouver avec, évidemment, là on rentrera avec Jérôme dans les détails pour vous expliquer quelles sont les vraies spécificités de ce nouveau téléphone tant attendu. Alors au-delà de l'iPhone 4, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment Apple a clairement dominé l'actualité high-tech ces derniers mois. On a parlé cette année que d'iPhone, d'iPad, d'iTunes. Pourquoi être toujours au sommet? On va en parler avec notre invité. Bonjour Daniel Ishbia. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur de cette biographie de Steve Jobs qui raconte non seulement la vie du personnage Jobs, également la vie de la société Apple. Bon, d'après vous, comment fait-il? Pourquoi et comment Apple arrive comme ça à dominer de manière insolente l'innovation? Ce qui se passe, c'est que Steve Jobs, c'est un véritable mythe de nos jours. Un mythe au sens où on l'a pour les Bob Dylan, pour certains écrivains. Je veux dire, si Amélie Nothomb tombe sur un livre, il y a peut-être une très grande frange de la population qui va acheter son livre sans même savoir si c'est bien ou pas. Parce que c'est Amélie Nothomb. Absolument, parce que ce sont des mythes. Pareil pour Bob Dylan, s'il sort un album, j'imagine, ou
pour certains acteurs quand ils sortent un film. Or, dans le monde du business, c'est très très rare qu'on ait un... Je ne pense pas que ce soit le PDG de Peugeot, enfin, sauf son respect, ou le PDG, j'en sais rien, de Valeo qui fasse vendre, je ne sais pas ce que vend Valeo d'ailleurs, enfin bon, de la colle ou je ne sais pas, ou des trombones. Alors que Apple, le simple nom de Steve Jobs est associé à un mythe. Steve Jobs, c'est le génie. Les gens ont envie de ressembler à Steve Jobs. Il y a beaucoup de jeunes, on leur dirait qu'est-ce que tu voudrais qu'aux États-Unis, ils se diraient rencontrer Steve Jobs. Il y a une anecdote fabuleuse dans le livre, je ne sais pas si j'ai le temps de la citer là. Oui. Quand la fille de John Sculley, le PDG qui est embauché par Steve Jobs en 1980 par là, 82, c'est une fille qui rencontre tout le monde, elle rencontre toute la jet set parce qu'elle vit à New York, elle rencontre plein de stars. Et à un moment, John Sculley lui dit je vais voir Steve Jobs. Elle lui fait Steve Jobs, you're gonna see Steve Jobs, mais vraiment. Vous la faites très bien en tout cas. Bravo, félicitations. On a l'impression d'y être. Je veux dire, même c'est plus fort que Mick Jagger à l'époque ou Bono. Je veux dire, Steve Jobs, c'est une star. Ouais. Mais est-ce que ça peut rester? Parce qu'effectivement, une star, en général, c'est éphémère. Il y a un effet de mode. Est-ce que Apple peut être toujours au top dans les années qui viennent? Ou est-ce qu'il y aura un essoufflement quand même de la marque? Ça va durer. La réponse est évidemment non. Effectivement, ça va s'essouffler. Effectivement, c'est évident. Parce que le jour où il n'y a plus de Steve Jobs, et Steve Jobs, on sait qu'il est un petit peu, il est quand même fragile de santé. Effectivement, qui va remplacer Steve Jobs? Il y a un designer de génie. Il faut savoir que le gars qui a fait l'iPod, l'iPhone, etc., personne ne le connaît, Jonathan Ive. D'accord? Mais il n'a pas le charisme. Jobs, il a le génie et le charisme. Et ça, très très peu de leaders ont ça. Et puis il a le passé, il a l'histoire, il y a la légende. Absolument, il y a la légende. Il y a la légende du gars qui a créé le Macintosh, qui s'est fait mettre dehors, qui a fait sa traversée du désert, qui est revenu avec Pixar, qui a été réembauché, qui balance l'iPhone, qui balance l'iPod, tous des produits dont personne ne voulait. Il faut savoir que le marketing disait à Steve Jobs, non, ça ne marchera pas. Et il a dit, ça marchera parce que moi j'aime. Ça, c'est Steve Jobs. Steve Jobs n'en a rien à cirer des études de marché. Il fait les produits qu'il aime. Il y a très très peu de PDG de nos jours qui peuvent faire ça. Il peut travailler au feeling encore. Absolument. Ouais. Donc d'après vous, ce n'est pas tant la qualité des produits que la personnalisation de ces produits, ce qui veut dire qu'au fond, les concurrents peuvent faire ce qu'ils veulent, ils ne vont pas y arriver, ou alors il faut quand même faire attention. Enfin, je veux dire, il y a Google aussi, on en parlait il y a un instant, vous avez écrit un livre sur Google. Oui, oui. Google, c'est un concurrent sérieux pour Apple aujourd'hui. Non, mais ça marche pour Apple parce que les produits sont effectivement géniaux. Quoi. Je veux dire, quand l'iPod est sorti, je ne sais pas si vous connaissiez les lecteurs MP3 de l'époque, on aurait dit des tanks. Quoi. Non, c'est vrai. Et on voit ce truc-là qui arrive, la molette toute douce. Je veux dire, l'iPhone, c'est à la limite, c'est ce qui a relancé Apple, il faut bien voir. Et le challenge d'Apple dans les années qui viennent, c'est qu'on sait qu'un jour ou l'autre, Steve Jobs passera la main. C'est justement de trouver quelqu'un qui soit aussi charismatique à la tête d'Apple pour essayer de perdurer cette magie, c'est ça? Mais oui, ils ont des soucis à ça parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas, tout simplement. Et puis, Apple a un très très gros problème parce que maintenant qu'ils ont fait l'iPad, ils se retrouvent, je ne sais pas si on a un petit peu de temps pour exposer le... Oui, ils se retrouvent un peu comme IBM dans les années 80, c'est l'exemple parfait. IBM avait inventé le PC. Mais IBM ne pouvait pas vendre trop de PC parce qu'il avait des mini-ordinateurs à vendre et des gros ordinateurs. Oui. Donc, il ne pouvait pas rendre le PC trop puissant. En fait, oui. Donc, ce qui fait que Compaq est arrivé, Dell, etc. Plein de gens se sont mis dans les micro-ordinateurs et finalement, ils ont fini par dépasser IBM. Apple, bizarrement, est dans la même situation avec l'iPad. Parce que quoi que fasse Apple demain, un produit pourrait cannibaliser l'iPad, puisque l'iPad, c'est un produit à tout faire. Prendre les photos, lire, écouter de la musique, enfin, on peut tout faire, aller sur le net. Qu'est-ce que peut sortir? J'ai réfléchi à ça longuement. Donc c'est un peu la prison d'Apple aujourd'hui, l'iPad. C'est pas ça, mais si Apple sort demain un appareil de photo révolutionnaire, disons, parce qu'il faut bien qu'il se passe quelque part, ben, ça veut dire que ça prend des ventes à l'iPad. Ils sont dans une situation un peu difficile parce qu'ils ont fait le produit universel. Là, l'iPad ne prend pas de photos encore. Hein. Enfin bon, ça c'est la prochaine version, il en prend. Par contre, l'iPhone 4, effectivement, prend des photos. Je veux dire, c'est évident qu'il va en prendre. Quoi. Bien sûr. Bon. Eh bien, merci beaucoup, Daniel Ishbia. Merci. Okay. Dans la famille des tablettes, je voudrais maintenant la tablette à double écran, s'il vous plaît. Ah, je ne l'ai pas là, monsieur. Il faudra repasser. On n'en a plus en stock. Bon, c'est pas mal, ça. Mais en revanche, on a des images, si vous voulez. Eh bien, montrez-moi ça. Eh bien, voilà. Regardez cette tablette double face. Hein, on peut appeler ça comme ça. Oui, enfin, bon, oui, c'est comme un livre. Voilà, imaginez un livre avec, à l'intérieur, 2 écrans. C'est Toshiba qui nous présente ce produit qui a l'air, quand même, en tout cas sur la vidéo qu'on voit là, assez séduisant. Hein, c'est assez ambitieux. C'est assez ambitieux parce que ça pourrait vraiment faire de l'ombre à l'iPad, au Kindle, etc. pour la lecture. Hein. Donc, vous voyez, en plus, on retrouve vraiment le geste qu'on peut avoir avec un livre. L'écran, pour vous donner une idée, c'est un peu plus petit que l'iPad, 7 pouces. Et puis, ça va fonctionner avec Windows 7. Ouais. Donc voilà, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Autant vous dire que là, c'est un peu l'interrogation. C'est amusant parce que le clavier du bas peut se transformer en... Enfin, l'écran du bas se transforme en clavier tactile, plus exactement. On a vraiment, contrairement à l'iPad où on est obligé de diviser l'écran en 2, on a un peu plus d'espace finalement. Évidemment, dès que ça sort, c'est annoncé pour la fin de l'été. Ouais. On en aura un sur le plateau du JTEC et on vous le montrera. Le prix, Jérôme? Bon, c'est 3 fois rien, 1000 $. Oui, 1000 $. Bon, tout va bien donc.
Merci d'être toujours avec nous. Le JTech, c'est chaque semaine toute l'actualité des nouvelles technologies sur le web. Et maintenant, regardez cet ordinateur très particulier que vous n'aurez pas chez vous avant un bon moment. Et pourtant, il peut rendre service. Un ordinateur ultra puissant qui va participer à un jeu télé. Ah, j'ai toujours rêvé d'avoir ça à la maison, je dois te l'avouer. Parce que je ne suis pas très bon au Uno, par exemple. Eh ben voilà, il est fait pour toi. Ah. Tu pourras jouer contre cet ordinateur. Rappelez-vous de Deep Blue, l'ordinateur IBM qui joue aux échecs, qui avait battu Garry Kasparov. Eh bien ça, c'est le petit frère, le cousin éloigné de Deep Blue. C'est signé IBM, une fois encore. Il s'appelle Watson. Il a été programmé exprès pour aller participer au jeu télé Jeopardy. Alors, Jeopardy, c'est un peu la version américaine de Question pour un champion, à moins que ce soit Question pour un champion qui soit l'adaptation de Jeopardy. Non, je pense qu'en fait, Question pour un champion est une copie de Jeopardy. Voilà, mais ça fonctionne dans l'autre sens. En fait, c'est pas exactement le même jeu, mais bon, le principe est le même. Ça ressemble un petit peu. Et là, la difficulté, en fait, pour l'ordinateur, c'est de comprendre les questions que le présentateur lui dit, en fait. Et ça, voilà, mais il a été programmé pour ça, en principe, pour comprendre le langage naturel, le langage des humains. Alors, quand même, les questions, parce que ce jeu n'a pas encore eu lieu, hein, la compétition va avoir lieu bientôt, on va lui soumettre les questions par écrit quand même. Ce ne sera pas oralement. Mais malgré tout, par écrit, on peut faire passer des subtilités de langage, de l'humour, de l'ironie, et ça, l'ordinateur a un peu de mal. Mais il ne sera pas connecté à Internet, parce qu'autrement, il triche. Exactement, il ne sera pas connecté à Internet, tout comme les autres candidats. Et il aura une base de données. Et voilà. Et l'avantage d'un ordinateur. D'informations stockées. L'avantage d'un ordinateur comme ça, c'est que, contrairement à toi ou à moi, il n'oublie rien. Il a une mémoire phénoménale et lui, il retrouve toujours ses affaires. Ouais. Bon, on verra ce que quand ça il a une panne de courant, il fait moins le malin. Hein. Alors que nous, on est toujours bons. Comme chaque semaine, coup d'œil sur les gadgets et sur les news insolites de la techno. Ce sont nos geekeries. Oui, Jérôme, et nous accueillons sur ce plateau Noémie. Bonjour Noémie. Bonjour messieurs. Alors Noémie est notre geekette et elle a détecté pour nous quelques nouveautés, comme par exemple, tiens, un robot qu'on connaît, Jérôme, qui est venu sur ce plateau. Nao. C'est Nao, le petit robot, vous en rappelez. Vous avez même demandé une petite dédicace. Oui, c'est vrai, un autographe, il avait un petit peu du mal. Vrai. Alors là, je voudrais vous en parler parce que, figurez-vous, qu'il sauve l'honneur français. Il a participé à la Coupe du Monde de foot des robots. Ah oui. C'est la Robocup qui s'est déroulée, enfin qui était en train de se dérouler à Singapour. Et alors, ce sont des équipes d'universitaires qui s'affrontent à travers ces petits robots. Ce sont les meilleurs programmateurs. Ce sont les robots qui jouent au foot. Hein, exactement. Il a remplacé le petit chien de Sony, donc c'est un cocorico français, Aibo exactement. Ouais. Et donc là, c'est les meilleurs universitaires qui auront fait la meilleure programmation, qui normalement devrait remporter la Robocup. C'est impressionnant comme image. Hein. C'est très joli, hein. Jolie chorégraphie. Et alors, ce sont vraiment des robots, ils sont autonomes. C'est vraiment des robots. Il y a des gens dedans, hein, quand même, là, je tiens quand même à le préciser. Non, mais je veux dire, ils ne sont pas télécommandés. Alors, ils sont très, très jolis, et ça, la France le sait. Ils sont aussi présents à l'exposition universelle de Shanghai 2010. Ah, mais il est partout, non? Voilà. Et là, vous allez voir ça, ils font une super jolie chorégraphie sur une musique un petit peu tribale. Alors, robot et musique tribale, ça donne ça, regardez. C'est assez joli. C'est joli, ils sont beaux tous ces petits Nao. Voilà. Enfin, pour une fois qu'il y a une équipe de France qui gagne quelque chose à l'étranger, ça fait plaisir. Hein. Non, mais là, c'est plus du sport, c'est de la danse, François. Oui, mais la danse, c'est du sport, figure-toi. C'est artistique. Je montrerai ça ce soir. Sans ballon. Sans ballon, bien sûr. Noémie, alors autre chose, on parlait tiens justement de l'équipe de France et du football. Ouais. Alors on va évidemment évacuer ce sujet tout de suite avant de sangloter, mais l'une des stars de cette Coupe du Monde, ça a été quand même un instrument. C'est la vuvuzela. Et oui. Cet instrument mélodieux, son magnifique qui sonne dans nos oreilles. C'est absolument superbe. Et en fait, tout le monde dit il est détesté, mais moi personnellement j'adore ça. Tout le monde adore ça. Voilà, et YouTube adore ça, parce que YouTube, ils ont sorti depuis... Vos voisins qui doivent être contents. Ah mais moi, mes voisins, ils m'adorent avec mes tambours, mes trompettes, enfin... Et en fait, là, sur YouTube, eh bien, vous allez le voir, on peut censurer, grâce à ces 130 décibels, les vidéos qu'on veut, avec le petit bouton du ballon qui est dans le lecteur. Ils ont ajouté le petit... Voilà, et là, on peut censurer ce qu'on veut. Alors moi, j'ai choisi de censurer ce magnifique geste du sélectionneur français qui a refusé de serrer la main à l'entraîneur d'en face. Donc voilà, je me fais plaisir, ça fait du bien, c'est un plaisir simple. Hein. Mais c'est pas sur toutes les vidéos, je crois, apparemment... C'est sur les dernières vidéos, c'est sur les vidéos les plus récentes. On est sur YouTube, parce que si on commence à nous censurer avec des vuvuzela, on le prendra très mal. Interdiction de toucher au bouton vuvuzela sur le JTech. Mais si vous voulez faire de la vraie vuvuzela, vous pouvez en commander sur des sites comme le Coin du Geek par exemple, c'est pas très cher, c'est pour 9,90 €. Et alors moi, je voulais vous montrer quelque chose. Zut voilà. Ah, génial. Merci Jérôme. Alors voilà, vous pouvez me dire quelque chose Jérôme? Oui, alors je voudrais déclarer par rapport à François Sorel. Bon, écoutez, je vais les laisser s'amuser. Ce JTech est terminé. Merci Noémie. Merci. Et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un autre rendez-vous dédié aux nouvelles technologies sur le web. Salut à tous. Salut, bye bye.
Voilà, et pour tous les courageux qui restent encore juste après le générique du JTech, tant pis pour vous, vous aurez droit malgré tout à votre tour de magie. Jérôme. Alors, je vais vous faire un tour de magie à base de pièces cette semaine. Noémie, elle a l'air très intéressée Ah, aussi. mais je suis au taquet. Je vais le faire à Noémie. Alors, donc, de Ça, pièces. je m'excuse avant, hein, Noémie, quand même. Hein. Non, mais il n'y a pas de problème, il faut D'accord. être tolérant. Ouais, va c'est vrai. Si je vous dérange, vous le dites. Hein. Bah, un petit peu, justement. Non, allez, vite. Bon. Alors, Donc, donc, t'as deux J'ai une pièce dans chaque main. Ouais. n'est-ce pas Ah, attention, attention. Où est-ce qu'elle est? Mais elles sont où les pièces? Mais où elles sont passées, les Vas-y, pièces? souffle, souffle. Ah non, je crois qu'il fallait faire le Non, baisement, non? souffle. Hop, Oh! et voilà. Vous savez quoi? C'est magique. Raymond Copperfield, encore une fois, nous a épaté cette semaine. Bravo. Merci.